Je vous le disais, on va continuer à parler risque, mais totalement changer d'univers. Je vous laisse découvrir cela à l'écran pendant que les intervenants me rejoignent. Saint-Malo, ville close où la mer bat les remparts. C'est un monument de la course au large, du sport. C'est ça aussi la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la respectation de génération. Quand j'étais petit, mes parents en parlaient comme d'un moment à part. Cette course, elle marque, elle reste, elle éblouit. Casino, il y a le jackpot. C'est la Pour moi, victoire tout qui cela porte. restait un peu vague. Aujourd'hui, c'est moi. C'est mon histoire. C'est ma route. Les écluses s'ouvrent et toutes se referment autour de moi. C'est vraiment un truc de malade. C'est les couleurs qu'on aime. Imagine, Imagine que je puisse le saisir à l'arrivée. Imagine. Cette fois-ci, c'est ma route. Je crois que c'est la plus belle. Bah, ça en jette, hein. Vous l'avez compris, on va partir en mer, au large, avec des professionnels engagés dans la route du Rhum. Alors, dans la route du Rhum, dont l'AMRAE est soutien officiel depuis cette année. Et on en reparlera tout à l'heure concrètement ce que ça vous permet aux uns et aux autres, ça va vous permettre de faire à Saint-Malo en octobre. On va parler risque et route du Rhum, c'est tout l'intérêt de cette séquence. Alors, à mes côtés, Francis Le Goff. Bonjour Francis, vous êtes directeur de la course. Oui, bonjour. Julie Royer-Coutts, vous êtes directrice générale d'OC Sport Week, qui est organisateur et propriétaire de la route du Rhum. Et puis à côté de moi, Damien Seguin. Bonjour Damien. Vous êtes navigateur, skipper, et vous allez être à la barre de votre bateau et de votre projet. On verra que c'est un peu la même chose pour cette course. Alors, concrètement, on a déjà vu des images. Mais moi, c'est pas du tout mon univers. Je voulais avouer. J'ai essayé de regarder la mer de loin tout à l'heure, mais peut-être un point pour commencer sur la course au large. Damien, c'est quoi une course au large? Ça veut dire quoi? La course au large, c'est des courses donc sur des bateaux de course océanique. On en a vu quelques images tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on part d'un endroit, on arrive à un autre endroit, et c'est des courses en solitaire, en double ou en équipage. La particularité de la route du Rhum, c'est que c'est en solitaire, avec un départ de Saint-Malo, et on traverse l'Atlantique pour arriver jusqu'en Guadeloupe. Mais après, voilà, il existe plusieurs catégories de bateaux, ce qui rend peut-être des fois un petit peu les choses un petit peu floues. Mais le principe général, et en tout cas la route du Rhum, qui est vraiment certainement la course la plus connue là-dessus, c'est un homme, un bateau, un océan, au final. Vous avez à peu près tout expliqué déjà que devait dire Julie, mais alors plus en détail, Julie. D'abord, ça, vous ne l'avez pas dit, c'est tous les combien, la route du Rhum, et c'est depuis quand? Alors, la Route du Rhum sera la 13e édition en 2026. C'est une course qui se passe tous les 4 ans. Sa particularité, c'est un parcours qui est le même depuis sa création. On tient fermement à l'ADN de cette course, avec un départ à Saint-Malo. Ce sera le 1er novembre 2026 et une arrivée en Guadeloupe. Et les particularités, alors, Damien l'a exprimé, un homme, un bateau, un océan. Au-delà de ça, c'est également une seule et même ligne de départ pour tous les bateaux. C'est extrêmement impressionnant au départ. Et sa dimension au-delà du sportif, la Route du Rhum, c'est avant tout une fête extrêmement populaire. 1,5 million de spectateurs à Saint-Malo, c'est la ferveur de ce sport et d'un territoire à Saint-Malo. C'est des belles émotions. Francis, en complément, si vous deviez mettre quelques mots pour nous parler des spécificités de cette course, comment vous la résumez? C'est quoi
En 3 mots. Enfin, si vous deviez mettre 3 mots-clés, puis nous les expliquer, mais voilà, essayez de... Eh bien, d'abord, c'est la mère des courses au large. C'est celle qui a amené toutes les courses que vous connaissez aujourd'hui. Elle a été rendue mythique par cette première course en 1978 avec 98 secondes qui séparait l'audace d'un marin de partir sur un petit bateau, un trimaran tout petit, face à un énorme bateau. C'était cette lutte entre Malinowski et Burge, et 98 secondes pour l'éternité. Et ça, c'est vraiment le socle de la route du Rhum. Elle amène les marins à toujours un peu plus d'audace à chaque édition. Damien, ça va être votre 3e route du Rhum? 5e. 5e? Ouais, le temps passe vite. Hein. Oui. Alors, quelques souvenirs, quelques images. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous, cette course alors? Moi, c'est la course par excellence, c'est celle qui m'a fait rêver. J'ai vu la première édition arriver, j'ai eu la chance de grandir en Guadeloupe. J'avais 10 ans pour l'édition 90 avec la victoire de Florence Artaud. Et c'est ce qui m'a fait rêver. Ces grands marins, ces grands bateaux. Et je me suis dit, voilà, un jour, quand je serai grand, je veux naviguer dans le sillage de ces marins-là. Et voilà, finalement, j'ai réussi mon pari. J'ai fait de ma passion mon métier. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, voilà, je suis à la veille d'un départ de ma 5e route du Rhum. Entre-temps, j'ai fait 2 tours du monde aussi avec 2 Vendée Globe. Donc voilà, c'est plus qu'un métier. Comme je disais, c'est une passion, c'est une façon de vivre avec les gestions du risque, on va en parler aussi, qui sont associées à ça. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Traverser un océan ou traverser ou faire un tour du monde tout seul sur un bateau en se mettant en danger de cette manière-là, d'une certaine façon, c'est assez extraordinaire à vivre. Alors le risque, j'allais y arriver justement, et vous demandez à chacun de vous, c'est quoi vos risques sur cette course? Alors Damien, vous êtes celui dont on voit le risque le plus clairement, le plus physiquement, mais si vous nous le décrivez, enfin si vous nous décrivez les différents axes, c'est quoi votre angle risque sur cette course? Il y a 3 types de risques auxquels je vais être confronté. Les 2 premiers sont assez engageants. On est un sport mécanique. On a des bateaux qui sont technologiquement aboutis, mais voilà, la casse fait partie du jeu, mais est un risque qu'on a quotidiennement parce que voilà, quand on est confronté à la mer, au vent, etc., voilà, le bateau, il y a certaines pièces qui vont s'user, il y a certaines choses qui vont casser. Donc ça peut être géré à bord, mais ça peut aussi être catastrophique. Hein. L'histoire de la route du Rhum et des courses au large est quand même associée aussi à des pertes de bateaux, des fois aussi même des pertes humaines. Donc ça peut aller jusque-là. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et on peut se préparer aussi à gérer ça sur le bateau. En tout cas, ça fait partie de notre métier. Après, il y a le risque physique. Voilà, les bateaux, ils vont quand même vite sur l'eau, c'est des chocs. Donc on peut se blesser sur un bateau. Hein. Moi, j'ai pas été épargné hein, sur le dernier Vendée Globe. À la mi-course, voilà, j'ai eu une chute un petit peu méchante sur le bateau et je me suis arraché un ligament croisé du genou. J'ai fait une fracture cervicale et il a fallu que je me débrouille pour terminer dans ces conditions-là. Donc ça fait partie aussi des risques à gérer. Et le 3e risque, qui est moins important, mais qui est lié à la course en elle-même, c'est les choix que je vais faire, tactiques ou stratégiques, à bord du bateau. Voilà. Comme on disait, c'est un bateau, un océan. Il y a un point d'arrivée, un point de départ. Enfin, dans l'autre sens plutôt, un point de départ et un point d'arrivée. Et sur le bateau, nous, on fait des choix en fonction de la météo, etc. Donc, tous les bateaux ne prennent pas la même route. Et le risque, c'est de faire le mauvais choix. Et donc, du coup, voilà, au bout de 3, 4, 5 jours de course, finalement, de se dire, voilà, j'ai pris les mauvaises options et en fait, mon retard est irrattrapable. Et au final, le côté sportif il va prendre un petit coup. Et voilà, avec le moral associé du skipper généralement, mais ça fait partie des risques aussi qu'on va gérer à bord du bateau. Francis, c'est quoi les risques de votre point de vue et qu'est-ce qui vous empêche de dormir à la veille d'un départ? Il y en a beaucoup, je vais en retenir 3. Le premier est peut-être un peu étonnant, mais je pense que tout le monde ici dans cette salle est confronté à ça. C'est en tous les cas d'être en pleine conscience des risques que l'on va faire courir à nos marins et qu'on se doit absolument de tout travailler, de rien mettre sous le tapis, même si ça fait froid dans le dos parfois.
En tous les cas, il faut aborder tous les sujets en amont. Et quand il arrive des incidents, des accidents, en tous les cas, de les débriefer absolument pour que, voilà, en pleine conscience, on voit quelles ont été les difficultés et quelles seront les solutions à apporter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je disais, il y a des choses qui font froid dans le dos pour un organisateur ou pour un directeur de course, en tous les cas. On part de la route du Rhum, c'est en solitaire. La chute à la mer devient problématique parce que même s'il y a des technologies dans les bateaux qui nous permettent d'en avoir connaissance maintenant assez rapidement, c'est pas comme sur un stade de foot, la civière elle arrive pas tout de suite et il faut du temps pour organiser les secours. Et dans un océan aussi vaste que celui de l'Atlantique, c'est vraiment un problème. Donc là aussi, on travaille avec les marins pour que ça n'arrive jamais, mais on ne peut pas se le cacher. Ça peut arriver pour X raisons. Et puis enfin, la troisième, c'est que le directeur de course travaille dans un environnement, celui d'un événement. Il n'y a pas que la course à la voile, il y a les marins, il y a leurs partenaires, et les partenaires de l'organisation. Et le plus gros risque, c'est de ne pas tenir ses promesses au final, et notamment celle du départ et du report d'un départ ou d'avancer un départ qui vient là chambouler toute une organisation, non pas celle sur la base de la sécurité des marins parce qu'on ne veut pas les amener en mer parce que c'est trop difficile. On va, de par notre décision, il faut qu'elle soit mesurée, mettre tous nos collègues et tout notre environnement dans d'autres difficultés. Alors, on y reviendra sur ce no-go éventuel. Julie, vous êtes propriétaire, vous êtes un peu plus loin avec d'autres risques. Oui, bien sûr. Alors, les risques sportifs ou liés à notre sport sont bien évidemment au cœur de nos problématiques. Mais au-delà de ces risques liés à la mer, on a les risques de l'organisateur. La Route du Rhum, je le disais en introduction, c'est 1,5 million de spectateurs à Saint-Malo. Des spectateurs qui se massent sur un espace éphémère qui n'est pas lié, enfin qui n'est pas censé accueillir ce type de public. Donc il y a toute une infrastructure à mettre en place autour. On a la chance de faire partie des grands événements sportifs français qui nous permettent d'avoir accès à des moyens de l'État pour nous permettre de se prémunir de certains risques. Le criblage, par exemple, en amont des événements, la totalité de nos accrédités et des participants passent au crible de l'État, c'est-à-dire qu'on a une vérification de l'identité, vérification. Donc il y a tout ce risque effectivement lié au rassemblement qui est extrêmement important. Les risques humains sur le village également, mouvement de foule, enfin toute l'infrastructure que nous devons mettre en place autour de l'accueil de ce public. Et le dernier élément, c'est un risque plutôt lié à notre présence médiatique. On est très présent, on est très regardé. Tous les risques qui peuvent être liés à l'image font partie des choses que l'on travaille en amont également. Très clair et très complémentaire ces risques. Je pense qu'on a une belle carto, comme on dirait dans la salle. Comment on bosse dessus? Comment on prépare ces risques? Comment vous les gérez en amont? Alors Damien, ça veut dire concrètement comment vous vous préparez? Oui, ça va être la base en fait de notre travail en tant que skipper, mais au-delà de ça, de toute l'équipe qui manage le projet sportif, c'est qu'effectivement, la conscience d'avoir en face de nous un certain nombre de risques, c'est ce qui fait la beauté de notre sport, clairement. Mais voilà, moi, mon boulot de skipper, ça va être de connaître parfaitement mon bateau pour limiter les potentiels casses matériels et savoir comment les gérer à bord. Voilà, si vous prenez un bateau tout en carbone qui fait 20 mètres de long, voilà, il arrive forcément des petites choses, des choses qui vont s'user, des choses qui vont casser sur le bateau. Donc déjà, est-ce que j'ai la compétence pour réparer? Est-ce que j'ai à bord ce qu'il faut pour réparer? Et ensuite, comment je le mets en œuvre? Donc ça peut être déjà un petit peu compliqué selon les conditions météo, selon les choix qu'on a fait à bord du bateau, etc. Parce que voilà, on est sur des bateaux de compétition. Le poids embarqué est un ennemi de la performance. Donc on serait plutôt à dire, voilà, j'embarque le moins de choses possible. Mais voilà, quand on s'embarque sur une traversée de l'Atlantique comme la Route du Rhum qui va durer entre 10 et 12 jours, on va dire, sur ce type de bateau-là, ou un Vendée Globe qui va durer 80 jours, forcément, on est obligé d'embarquer du matériel de spare.
Et il faut que ce matériel-là il puisse servir à réparer plusieurs choses sur le bateau, parce qu'on ne peut pas embarquer un bateau en double, en tout cas. Et puis ensuite, la particularité du solitaire ou de l'équipage réduit en double, c'est que, voilà, il faut savoir se débrouiller sur le bateau tout seul, trouver des systèmes D. Voilà, on peut être aidé par téléphone satellite pour faire de l'analyse de panne. L'équipe technique peut nous aider sur la réparation, mais vous êtes tout seul à le faire à bord avec la qualité que vous avez de bricoleur, avec les conditions météorologiques. Et donc, ça peut être des fois assez compliqué. Donc ça, c'est une première chose, la connaissance de son bateau, savoir quel type de pièce peut éventuellement s'abîmer, casser, et comment je vais le réparer. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'une compétition de cette ampleur-là, comme la Route du Rhum, ça ne se prépare pas en 3 mois, quoi. Il faut naviguer avec son bateau, c'est un vrai couple. Il faut apprendre à se connaître. Et dans cette connaissance-là, il y a effectivement toute cette gestion du risque associé. C'est apprendre à connaître son bateau et puis voilà, faire en sorte que l'accident bête aussi arrive le moins souvent possible, parce que le risque zéro, dans ce cas-là, il n'existe pas sur nos bateaux. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer Tiffaine. Tiffaine, c'est votre femme. Elle est inquiète quand vous partez? Vous arrivez à la rassurer? Est-ce que tout ce que vous mettez en place permet de partir, c'est ça, faire face au risque, d'être serein? Oui, mais elle sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Et quand j'ai été au début de ma carrière, sur les premières courses au large, c'était quelque chose... Moi, j'étais porté vraiment par l'événement avec un enthousiasme dingue. Je n'avais pas cette conscience-là du risque associé que je faisais porter aussi à ma famille et à mes proches qui restaient à terre, et cette crainte en fait qu'ils pouvaient avoir. Donc j'ai appris à le connaître aussi, on en a parlé, mais ce n'est pas quelque chose d'évident, forcément. Vous imaginez bien, quand au départ d'un premier tour du monde, vous dites, en fait, il faut poser les choses sur la table assez clairement en disant, oui, il y a des risques, et il y a aussi le risque qui est celui de jamais revenir, quoi. Donc comment on gère ça, comment on en parle à ses proches, comment on gère ça avec la famille, comment on s'assure aussi pour ça. Voilà, c'est des questions qui sont jamais simples à aborder, mais qui font partie intégrante de notre sport, parce que c'est aussi un sport à risque. Juste un point, je crois qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, quand là vous partez pour la Route du Rhum, vous visez une durée de... Sur mon type de bateau, 10-12 jours à peu près. Ouais. Après, Ouais. il y aura des bateaux plus rapides qui vont mettre entre 6 et 8 jours, et puis d'autres... 25. Ouais, 25, voilà. 25. Francis, de votre côté, c'est quoi la préparation? C'est quoi la gestion des risques? La prévention, ça s'appelle. Voilà. On passe 90% de notre temps à travailler nos plans de contingence et de travailler sur la prévention des risques. Ça passe par des simulations, par la connaissance approfondie des outils dont on a maintenant à disposition et qui ne cessent d'évoluer, et tant mieux, mais ça nécessite aussi de bien les maîtriser. Donc c'est vraiment ça, c'est 90% de notre temps, on le passe à ça. Ensuite, il y a des choses très normées. Ça fait bizarre de dire ça, mais un dématage, c'est souvent à peu près la même chose, c'est 5%. On a 5% des cas, c'est assez très clair, on déroule une checklist, ça se passe aussi à bord du bateau, à peu près de la même façon, et c'est assez normé. Et puis après, on a quand même des marins très très inventifs, et il y a les 5% restants qui nécessitent, et c'est pour ça que là encore, ça prend davantage de place, ce travail sur la prévention, parce qu'on peut éliminer un certain nombre de paramètres et se concentrer sur l'extraordinaire, parce qu'il y a des choses, on ne peut même pas imaginer ce qui se passe parfois à bord d'un bateau. Vous évoquez une checklist, 1 ou 2 exemples? Ah oui, sur les checklists, par exemple, des cas simples. Avant le départ, ils doivent signer une déclaration de départ. Et sur cette déclaration de départ, eh bien, ma foi, ils vont indiquer quelle est la personne à contacter en cas d'urgence et en priorité. Donc notre travail, c'est de vérifier. On pourrait faire confiance, mais ça ne marche pas. On vérifie que le numéro est bon, c'est déjà une première chose, mais on va vérifier aussi que la personne qui a été mentionnée sur cette feuille est en capacité de recevoir une information, quelquefois dramatique, au bout du fil.
et de voir avec elle comment on va dérouler le dossier de gestion de crise. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, on pourrait en citer une centaine comme ça, mais voilà, c'est un peu, cet exemple-là, c'est un peu le lien entre la famille, le marin, l'organisateur et le directeur de course. Mais évidemment, des checklists, il y en a plein d'autres quand on parle de dématage, de voies d'eau à l'intérieur du bateau. Et évidemment, on n'est pas tout seul, c'est-à-dire que le directeur de course, il n'a pas accès, il a une parfaite connaissance de l'endroit où se trouve le bateau, de qui est à bord du bateau. Mais on est organisé aussi avec un système en France et à l'étranger qui nous permet de déployer un certain nombre de moyens en fonction de la gravité et de la position des bateaux sur l'océan. Julie, peut-être un mot sur votre réparation? Pour nous, il y a vraiment deux choses. Il y a l'anticipation. La cartographie, clairement des risques, la professionnalisation des acteurs qui nous accompagnent. Notre sport, nos métiers ont énormément changé dans les 20 dernières années et on est capable aujourd'hui de s'armer de compétences dans nos équipes. Francis ne l'a pas exprimé, mais dans son équipe de direction de course, on a des spécialistes de la météo, des spécialistes du courant, des spécialistes du secours. Et au fur et à mesure de l'ajout de ces compétences, le risque devient plus clair, segmenté et facile à gérer. Je pense que le deuxième point que je voulais mentionner, c'est on a désinhibé le risque en l'intégrant complètement dans nos métiers au quotidien. Ce n'est plus un gros mot, la gestion du risque. C'est pas quelque chose dont on a peur. On sait que c'est quelque chose qui a intégré parfaitement nos activités et on déroule tout simplement une feuille de route qui a été écrite en amont, justement pour laisser la place, comme l'exprimait Francis, à l'extraordinaire, qui arrive toujours, mais on a déjà intégré 90% du risque au quotidien, qui n'est plus une surprise. Alors, je voudrais aller sur l'extraordinaire. Dans la salle, on appelle ça une crise. Donc en gestion de crise, comment ça se passe? Et peut-être un exemple concret que vous avez vécu, je crois qu'on a même des photos. Damien, votre dernière grosse crise, c'était quoi? On va prendre un exemple concret sur la route du Rhum. Voilà, la dernière édition, donc il y a 4 ans maintenant. 48 heures après le départ, voilà, j'ai perdu mon mât avec une collision avec un cargo. Et voilà, on voit, moi, j'arrive sous gréement de fortune, donc j'ai plus de mât à bord du bateau. Alors, il y avait plusieurs choses. Donc ça m'est arrivé 48 heures après le départ. C'est un petit peu la zone critique, on va dire. On est en solitaire et c'est vraiment la deuxième nuit qui est la plus compliquée à gérer, avec énormément de fatigue. Il faut dire que voilà, on part de Saint-Malo, on traverse la Manche et on cumule en fait tous les risques sur les premières heures de course. Déjà, il y a 130 participants au départ, donc on est quand même les uns à côté des autres, donc il ne faut pas rentrer en collision avec un copain. Il y a la côte qui est proche, il y a le trafic maritime, il y a les pêcheurs, donc en fait, en première 48 heures, on ne dort pas du tout. Donc là, moi j'arrive en fin de nuit, au milieu du golfe de Gascogne, dans des conditions météo qui ne sont pas simples, il y a du vent, des vagues, et puis je suis vraiment très fatigué à bord, et bon voilà. On va pas revenir sur l'accident en lui-même, mais je me retrouve... bateau dématé avec une collision sur le côté aussi où j'endommage un petit peu le bateau. Et donc sur le moment, voilà, qu'est-ce que je fais? En fait, c'était quand même quelque chose d'assez violent pour moi sur le bateau. Qu'est-ce que je fais? Comment je le gère? Voilà, vous êtes face à ça et il y a certaines choses que vous devez gérer de manière urgente. Voilà. Est-ce que le bateau a une voie d'eau? Est-ce que globalement je suis en train de couler? Est-ce qu'il y a des bateaux qui peuvent continuer à me voir parce que, comme je disais, je suis dans une zone où il y a quand même pas mal de cargos qui passent. Donc est-ce que je suis visible pour pas générer un suraccident au-dessus de ça? Est-ce que moi je me suis blessé? Et ensuite, il faut agir sur le bateau. Il faut que je dégage le mât qui est dans l'eau, qui tape contre le mât pour pas créer de voie d'eau supplémentaire. Donc est-ce que dans toute votre préparation, ce scénario-là, vous l'aviez eu quelque part, vous étiez imaginé, et donc dans la crise, vous avez pu mettre en place des procédures, ou c'était un truc qui en fait n'était pas dans les checklists? Le dématage fait partie d'un risque qui est connu et qui arrive relativement souvent sur ce type de bateau-là. Donc moi, je sais ce qu'il fallait faire à bord. Après,
entre la théorie et la pratique. C'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, hein, un dématage quand même sur un bateau comme ça. Et voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis chaque dématage est différent. Les conditions météorologiques sont différentes, les conditions de fatigue sont différentes, et tout ça fait que en fait, ça devient un événement unique à part entière. Donc en fait, il faut passer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pu imaginer dans la gestion d'un événement comme ça. Il faut passer à un cas concret en disant, bah voilà. Le mât, il est là, il est comme ça, j'ai telle partie du mât qui va me rester, il faut que j'utilise tel et tel outil pour dégager les morceaux de carbone, ne pas me blesser, etc. Alors, j'imagine que cette scène, vous l'avez revécue dans votre tête un nombre de fois incroyable. Il y a un truc que vous auriez fait différemment Est-ce que vous vous êtes dit, mince, là j'aurais pu faire autrement, enfin pas mieux, mais il y a une réaction que vous avez, avec le recul, analysée comme peut-être... Bon, sans revenir sur l'accident lui-même, mais sur sa gestion, finalement, pas grand-chose, parce que l'histoire se termine bien. Là, voilà, les images, c'est quand je suis en train de rentrer au port, il y a l'équipe technique qui est montée à bord, moi je ne me suis pas blessé, le bateau il n'a pas coulé, bon voilà, après j'ai dû abandonner la course. C'est peut-être la chose la plus dramatique qui m'est arrivée, mais bon, on s'en remet. Voilà, la preuve, c'est que 4 ans plus tard, je suis à nouveau au départ de cette course-là. Donc c'est que le traumatisme, lui, il est géré. Après, c'est sur la gestion. La gestion, on peut en parler, ça a été quelque chose... moi, j'ai géré des choses sur le bateau, mais j'ai géré aussi des choses en relation avec la terre, avec Francis directement comme directeur de course aussi, avec mon équipe technique à terre. Donc la discussion va être intéressante là-dessus. Mais voilà, moi, j'ai fait des choses concrètes sur le bateau, comme voilà, dès le moment où j'ai dématé, j'ai pris mon téléphone satellite, j'ai contacté le CROSS, j'ai contacté la direction de course, et un certain nombre de choses se sont mis en œuvre de manière concrète. Tout ce qu'on voyait sur le tableau noir avant chaque course, parce qu'on a des briefings qui sont prévus là-dessus, sur ces gestions d'événements, bah là, il a fallu que je passe à un cas concret. Voilà, donc c'était intéressant, et je pourrais dire que ouais, au moins je l'ai vécu une fois, et le prochain incident qui m'arrivera sur un bateau, bah, je pourrais le gérer avec cette expérience-là en plus, et finalement ça enrichit tout le monde. Mais voilà, à partir du moment où l'histoire se termine bien, c'est quand même plus facile de rebondir. Francis, si on part de cet exemple-là, mais je crois que vous en avez beaucoup malheureusement, voilà, comment la même crise est gérée, comment est-ce que vous la recevez et vous la traitez? Quelquefois, on la reçoit même avant que le marin, en l'occurrence là, Damien, nous appelle, parce que les bateaux sont suivis par des balises, et on voit la vitesse du bateau chuter d'un seul coup. On se dit que forcément, il y a quelque chose qui se passe. Alors ça peut être simplement une voile à l'eau quand ça dure un petit peu plus longtemps. On a des hypothèses toutes faites, et on se dit là, ce bateau-là, il a plus de mât. Pour autant, là, ça a été très très rapide. Damien nous a prévenu très rapidement. C'est la bonne démarche. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment-là? Eh bien, ma foi, nous, on va alerter ce qu'on appelle les MRCC ou les CROSS. Donc ce sont des instituts qui veillent en permanence le trafic maritime, et qui sont là pour nous aider dans ces cas de crise, et pour organiser le sauvetage. Alors, là où se trouvait Damien, il vous l'a dit, il y avait beaucoup de trafic maritime. Ce qui était important, c'est qu'il puisse être signalé. Donc lui, il va faire des actions à bord de son bateau. Il n'a plus de mât. Le mât permet d'être repéré assez facilement, mais il n'a plus non plus d'AIS à ce moment-là. L'AIS, c'est ce qui permet à d'autres bateaux de voir où sont les collègues à côté. Donc il faut pouvoir penser à sortir une petite antenne de secours pour continuer d'émettre et ne pas être un point invisible sur l'océan. Mais nous, on a la capacité avec les MRCC aussi, à travers des messages que l'on va envoyer au cargo, qui sont à proximité, de dire attention, dans cette zone-là, vous avez un bateau qui est dématé. Et il l'a dit, c'est 48 heures juste après la course, donc ils sont encore très très rapprochés. Il s'agit aussi d'avertir les concurrents, surtout que quand on est bien placé devant, il y a du monde derrière, et que nous, on ne crée pas un suraccident de la même façon. Et puis ensuite, ça va se dérouler au fur et à mesure. Et ce qui est plus difficile au final, c'est de l'attendre, parce que seul Damien va pouvoir nous donner des informations. Une fois qu'on est certain que le bateau n'a pas de voie d'eau, que le mât est libéré,
En fait, c'est vraiment ça la délivrance en cas de dématage, c'est de libérer le mât, avec aussi ce souci de ne pas laisser nos débris dans l'océan. Il y a encore quelques années, très clairement, c'était coupé. Aujourd'hui, on veille à essayer de récupérer dans la mesure du possible la totalité du matériel pour pas que ça aille au fond. Donc ça crée encore un peu plus d'ennuis à bord du bateau et quelques dangerosités supplémentaires si on n'a pas mis les vêtements, les gants nécessaires pour aller faire ces opérations. Et on va suivre minute par minute le déroulement de l'opération. Et puis c'est pas fini, une fois que tout ça est fait, qu'il a récupéré, il y a toujours il pourra vous en parler, hein, mais ils en parlent tous, ce moment de décompression juste derrière. On se dit ok, on est tranquille, on est sauvé, et puis on va se laisser un peu aller à la somnolence ou des choses comme ça. Et là, c'est encore un risque supplémentaire qui arrive. Donc, c'est travaillé aussi par les marins et leurs équipes pour avoir des sonneries à bord qui vont les réveiller régulièrement au cas où. Et puis ensuite, c'est le suivi régulier du bateau jusqu'au moment où il va toucher terre. Julie, alors pas forcément sur cette crise-là, mais sur les préparations, les plans de crise et les crises, est-ce qu'on arrive à rapprocher les deux, ou est-ce que chaque crise reste finalement une découverte et on voit que le plan de crise, même si on a fait des exercices, ça peut être dur? Je pense que le plan de crise, ou en tout cas le plan de contingence, comme on l'appelle, il permet d'avoir une base et pas avoir la feuille blanche. Bien évidemment, comme l'a décrit Damien, il y a la pratique et la réalité, et on sait qu'il y a un écart entre les deux, mais le plan de crise permet d'avoir une feuille de route, une checklist, qui nous permet de rien d'oublier de fondamental. Ce qui nous paraît très important également, c'est le débrief de la crise. Pourquoi ? Parce que ça permet de s'assurer que ces plans ont été suivis ou pas, qu'ils doivent être adaptés, qu'ils doivent être modifiés, que d'autres acteurs doivent rentrer dans nos cellules de crise, et de constamment alimenter cette réflexion. Mais bien évidemment, il y a un monde, et je pense que tout le monde partagera, il y a un monde entre ce qu'on attend et cette réalité, et c'est notre capacité à avoir entraîné nos cerveaux et nos pratiques à la réaction qui est importante dans ces moments-là. Alors vous l'avez dit, je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans de voile, qui sont des voileux. Peut-être on a le temps de prendre quelques questions. Alors je ne sais pas si on nous met un peu plus de lumière. Voilà. Je crois qu'il y a une hôtesse. On va récupérer un second micro. Profitez-en. Là, vous avez les hôtesses descendent par là, je crois. Voilà. Comme vous êtes dispersés, ça va leur permettre de faire un peu de sport tout de suite, les hôtesses. N'hésitez pas. Bon, en attendant, si je pouvais être complémentaire de ce que disaient Julie et Francis, c'est effectivement le retour d'expérience pour nous, il est super important entre marins, entre équipes techniques. On discute beaucoup à la fin de chaque course pour savoir voilà, quelle problématique les copains ont eu sur leur bateau en termes de casse mécanique, voilà, tout simplement, et quels ennuis ils ont eu physiquement, etc. Et ça permet de aussi prendre conscience aussi de l'évolution, enfin vers quelle évolution on va dans le domaine de la course au large. Hein. On a vu l'apparition des foils, donc avec des bateaux qui volent au-dessus de l'eau aujourd'hui, mais des bateaux qui vont de plus en plus vite. Et qui dit un bateau qui va de plus en plus vite, c'est que la vague en face arrive aussi beaucoup plus vite. Donc il y a d'autres types de casques qui arrivent à bord de bateaux, d'autres usures de matériel, d'autres risques physiques aussi à prendre à bord du bateau. Et tout ça, on est obligé de se former aussi pour gérer ça à bord. On a des formations médicales aujourd'hui qui sont assez relevées, hein, surtout quand on part sur un tour du monde du type Vendée Globe. Voilà, on passe quand même les 2 ou 3 années avant à se former à la gestion de ce type de risque. Parce que quand vous êtes tout seul au milieu d'un océan, vous pouvez avoir des personnes au téléphone, mais il faut bien gérer la crise tout seul sur son bateau. Donc ça, c'est quand même quelque chose, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer comme ça d'un revers de main en disant non, tout ira bien, quoi. Pas la moindre question, quelle timidité. Là, alors la madame au milieu, je ne sais pas où sont les micros. Ça arrive par devant, je crois. Là.
près de l'allée, si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis très très contente que l'AMRAE participe à la Route du Rhum. Mon groupe est basé à Dinard, groupe Quercia. En 2018, nous avions un bateau, un classe 40. Donc là, ça me touche particulièrement aujourd'hui. Donc je serai sur le village, c'est certain, et pas qu'une fois. Alors j'ai quand même une question. On parle de cartographie des risques. Ça fait plusieurs fois que vous organisez la Route du Rhum. Vous connaissez, je suppose maintenant, à la longue, très bien les aléas, les difficultés, les risques qui se posent sur cette course. Est-ce que vous arrivez encore à faire évoluer votre cartographie des risques, à l'améliorer? Est-ce qu'il y a encore des surprises à chaque Route du Rhum? Est-ce qu'il y a à chaque fois des éléments qui vous permettent d'alimenter et de continuer de peaufiner cette cartographie des risques? Julie, je pense. Oui, alors je pense que notre cartographie des risques évolue beaucoup plus sur les éléments qui sont le village à terre, l'accueil des spectateurs, que finalement la dimension sportive où on n'est plus sur une continuité. Mais il est vrai qu'une course tous les 4 ans en France fait que le paysage politique, géopolitique, le paysage des risques évolue énormément et nous oblige à chaque fois à revoir nos plans de sécurité, nos plans d'accès au village. On a des contraintes très fortes de l'État également sur laquelle qui évolue systématiquement. Donc je pense, mais peut-être que Francis aura un autre avis, mais notre cartographie évolue beaucoup plus sur les éléments à terre que en mer. Sauf que Damien disait déjà que les bateaux avaient tellement changé en quelques années que ça changeait aussi son point de vue. Francis, rapidement. En fait, c'est exactement ça. C'est ce qui change et ce qui demande un suivi particulier, c'est l'évolution technologique des bateaux. Aujourd'hui, comme le disait Damien, les bateaux volent. Il y a encore quelques années de ça, personne ne portait de casque à bord des bateaux. C'est un exemple tout simple, mais on porte des casques à bord du bateau. Il était réservé auparavant pour monter au mât. Maintenant, dans certains bateaux, c'est en permanence que le casque est porté dès lors qu'on est en haute vitesse, on va dire. Donc voilà, les protocoles commotion, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a encore pratiquement 4 ans, qui nécessite aujourd'hui une attention particulière. On était réunis en début de semaine à Port-la-Forêt avec l'ensemble des directeurs de course, médecins, justement sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Donc c'est vraiment une continuité, comme vous disait Julie. On est de moins en moins surpris, et heureusement. Par contre, voilà, il y a toujours une part d'impondérable. Je crois qu'il y a une question là au 3e rang. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Je m'adresse à vous en tant que simple navigateur de plaisance. En 10 ans, on a vu la technologie à bord des navires de plaisance énormément évoluer. À chaque fois que je loue un bateau, j'ai un écran tactile encore plus perfectionné que la fois d'avant et j'ai à peine besoin de regarder la carte pour savoir quel phare est là, quelle bouée est là et finalement où je suis. Est-ce que tous ces moyens de protection du navigateur qui font que c'est en fait de plus en plus facile de naviguer, en retour font que les gens prennent plus de risques, sont moins conscients des risques qu'ils prennent? Et est-ce qu'à votre échelle, en course au large, le fait d'avoir toutes ces alarmes, toutes ces alertes, ce suivi par satellite et toutes ces technologies vous pousse aussi à finalement naviguer peut-être plus dangereusement ou en tout cas de manière plus risquée? Alors cette deuxième partie, je la laisserai à Damien. La première partie, je suis absolument sensible à votre question. C'est aussi notre devoir un peu pédagogique autour des grandes courses. Et on a trop souvent l'impression, parce que on navigue sur Internet, qu'il est très simple au final de traverser l'Atlantique. Et vous avez raison, toutes ces dispositifs que l'on a à bord de bateaux, y compris de plaisance, ne doivent pas faire oublier ce qui est absolument essentiel dans nos métiers et dans votre pratique, c'est le sens marin. Et le sens marin,
il est de la connaissance parfaite de sa capacité à naviguer, de la connaissance de son bateau et de son environnement, au-delà de toute l'informatique que l'on peut avoir embarquée à bord, qui ne doit en aucun cas suppléer ce sens marin et au contraire venir en appui de notre façon de naviguer. Par ailleurs, je travaille à la Ligue de voile de Normandie. Je suis un peu chez moi ici. Et en tous les cas, dans toutes les formations des entraîneurs, des moniteurs qui accompagnent des plus jeunes jusqu'au plus haut niveau, c'est notre fil rouge qu'on ne veut absolument jamais dépasser. Et je vous remercie absolument de cette question qui est essentielle. Damien, une réaction? Prenez plus de risques? Oui, merci pour la question. Oui, en fait, c'est l'histoire de l'évolution des sports mécaniques, hein, tout simplement. On n'échappe pas à la règle. Hein. On évolue avec des matériaux qui sont de plus en plus performants, avec de l'électronique aussi qui va nous apporter beaucoup d'aide dans la prise de décision. Et forcément, quand on trouve de la simplicité d'un côté, on va pouvoir plus, s'occuper de la performance du bateau, des réglages et aller... et faire avancer notre bateau de plus en plus vite sur l'eau aussi et prendre des risques aussi peut-être de plus en plus importants à des moments. Donc oui, c'est toute la problématique de la gestion, surtout en équipage réduit et encore plus en solitaire. Oui, je connais mon bateau, je connais les outils que j'ai à ma disposition, est-ce que je les utilise bien et qu'est-ce que ça me permet de faire en plus sur le bateau tout en assurant ma sécurité. Parce que c'est le point central, il restera toujours là, quoi. Et après, on a cette capacité, cette faculté, comme on est tous organisés, les différents bateaux, en association de classe. Et tous les skippers, propriétaires de bateaux, font partie de la rédaction intégrante des textes qui vont régir un petit peu notre pratique sportive sur qu'est-ce qu'on autorise à bord d'un bateau, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Et forcément, cette prise de décision, elle est aussi en réaction par rapport aux difficultés ou aux risques ou aux problématiques qui ont été rencontrées. Donc on a cette capacité quand même à réagir par rapport à ça. Je vais prendre un truc tout bête. Si demain on estime qu'aller trop vite sur l'eau, c'est problématique pour telle et telle raison, on a une capacité quand même, au travers des règles, de pouvoir limiter la vitesse de nos bateaux en limitant un certain type de technologie à bord. Voilà, encore une fois, le risque zéro n'existera jamais. Les courses ou les records à la voile sont faits soit pour être gagnés, soit pour être battus. Donc, on ne pourra jamais empêcher un skipper sur son bateau de prendre à un moment des risques maîtrisés, on l'espère en tout cas, mais pour donner le meilleur de soi-même sur l'eau. Ça reste une compétition. Donc voilà, après, c'est la gestion qu'on a et la capacité qu'on a à pouvoir gérer où est-ce qu'on met le curseur à bord du bateau de manière individuelle. Ouais. Il y a une toute dernière question. Juste en complément par contre sur la question de la technologie à bord qui me paraît fondamentale dans la gestion du risque, c'est que c'est un outil qui a énormément évolué ces dernières années et qui nous permet d'avoir une gestion beaucoup plus précise au moment de la crise. Je prends l'exemple d'une visio avec un médecin, par exemple, qui est possible désormais, qui ne l'était pas. Donc on n'est plus à l'aveugle et ça, dans la gestion de la crise, c'est primordial aussi. Dernière question rapide. Bonjour, Frédéric Besson, Total Energy. Je voulais vous demander comment vous appréhendez le risque de dopage des participants. Comment se font les contrôles à l'arrivée, au départ? Pendant la course, ça me semble un peu plus compliqué. Et est-ce qu'il y a un Lance Armstrong de la voile, peut-être dans 5-10 ans, qui mettra aussi des moteurs, des petits moteurs sur son bateau pour gagner les courses? Alors rapidement, je ne sais pas qui est derrière ce risque de réputation un peu quand même. C'est pour vous alors, Julie. Oui, c'est vrai. Alors, on a la chance d'être très protégé de ce risque dans notre sport. On est sur un sport mécanique également, donc le dopage technologique peut aussi être un vrai souci dans notre... la lecture des règles, parfois, n'est pas toujours simple, et jouer avec les bordures du cadre des règles peut être un souci. Donc, je pense qu'il est plus orienté vers un dopage technologique qu'un dopage physique de nos marins. Cependant,
pour répondre à la question de façon très claire, on a des règles qui sont imposées par des fédérations. Donc le dopage est régulé par le corps fédéral qui fait que les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à ces règles antidopage. Mais c'est vrai que dans notre sport, en tout cas, je pense qu'on en est assez protégé. Oui, moi je peux en parler vraiment librement parce que moi, en plus, Vous droguez ? du côté je dois l'avouer. Moi, j'ai connu le sport de haut niveau sur deux aspects, le côté course au large, mais aussi en olympisme. Et voilà. Et là-dessus, on a exactement les mêmes règles. À partir du moment où on est sportif de haut niveau et qu'on fait des performances, on n'est pas, on est soumis à un contrôle régulier, mais aussi à des contrôles inopinés. Et on a exactement les mêmes règles que tout le monde, c'est-à-dire quand on fait des no-shows, ben, on est sanctionné. On peut avoir jusqu'à la retrait de licence sans pour autant être dopé, mais ça fait partie aussi des règles qu'on doit respecter. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur le, on va dire, dopage mécanique, effectivement, comme on est un sport à matériel, et ben, nous, pour optimiser nos bateaux, on va jouer avec les limites de la règle. Mais c'est pareil sur une Formule 1, c'est pareil en cyclisme. Le tout, c'est de ne pas franchir la ligne jaune. Et pour ça déjà, comme je disais tout à l'heure, on est organisé en association de classe, donc on détermine des règles et on a de l'autocontrôle au sein de notre propre flotte. Et ensuite, à chaque fois qu'on participe à une grande course comme la Route du Rhum, eh ben, on doit amener un certificat de jauge du bateau, donc le bateau est certifié. Et en plus de ça, la semaine avant la course, il y a des jaugeurs qui viennent à bord du bateau vérifier, alors d'abord le matériel de sécurité du bateau, mais ensuite un certain nombre de conformités pour voir s'il n'y a pas de triche. Voilà, tout simplement. On va se rapprocher de la conclusion. Je voudrais rajouter, moi, une dernière question, très rapide. Pour faire le lien avec la séquence d'avant, en termes d'assurance, vous êtes bien assuré, c'est compliqué, ils sont sympas. Qu'est-ce que vous assurez ? Alors je prends on rentre difficilement dans les cases. Et à partir du moment où on rentre difficilement dans les cases, c'est beaucoup d'énergie pour trouver les bonnes assurances pour nous accompagner. Mais voilà, sur différents volets. Voilà, c'est des sujets qui nous occupent beaucoup pour comprendre le cadre de nos assurances, ce qui est compris, ce qui ne l'est pas, et comment fait-on évoluer nos assurances pour les besoins de l'événementiel dans sa globalité. Oui, moi de mon côté, j'ai une double casquette à ce niveau-là. Je suis skipper, donc j'ai une assurance de pratiquant, soit fédérale, soit une assurance complémentaire que je prends, mais qui sont liées au risque corporel que je peux avoir là-dessus. Et puis après, il y a ma deuxième casquette, je suis aussi armateur de mon bateau. Donc il faut que j'assure mon bateau, en tout cas celui avec lequel j'avais pris le dernier départ du Vendée Globe ou de la Route du Rhum. C'est un bateau qui vaut entre 4 et 5 millions d'euros. Donc il faut pouvoir l'assurer derrière. Donc, ça coûte combien de l'assurer ? Ça coûte assez cher parce que forcément, si vous vous mettez un petit peu du côté de l'assureur et qu'on fait la liste pléthorique de tous les risques qu'on peut avoir sur un bateau et de toutes les problématiques qu'il peut y avoir, il y a un moment, je comprends que les gens reculent, mais il y en a quand même quelques-uns qui font bien leur travail. Et non, pour donner un ordre d'exemple, là, sur une campagne Vendée Globe, donc sur les bateaux de 60 pieds, tout en carbone, l'assurance tous les ans, c'est à peu près 7% du prix du bateau. Donc voilà, moi je devais être autour de 280 000 euros de prix d'assurance par an. C'est pas anodin dans un budget à gérer, mais ça fait partie intégrante de ce qu'on doit gérer, de ce qu'on doit négocier aussi. Donc on a des flottes collectives aussi. Voilà, c'est quand même une bonne partie de notre travail de pouvoir assurer notre matériel, de trouver la meilleure assurance et puis de travailler de concert parce qu'il n'y a pas simplement le chiffre, il y a aussi tout ce qui va pouvoir être mis en place une fois qu'il y a une problématique qui arrive. Je vais vous présenter 2-3 personnes si vous voulez après. J'imagine bien, c'est un petit peu un appel du pied quand même là. En guise de conclusion, quelles leçons on peut tirer de votre expérience ? Qu'est-ce que vous avez, si les risk managers qui nous écoutent là, est-ce que ils peuvent peut-être repartir avec une leçon de ce monde parallèle, enfin voilà, de cette expérience de risque qui ressemble beaucoup, mais pas que. Qui se lance ? La leçon, Francis, allez, on va commencer. La leçon de Francis, ça va être, c'est sûrement très très bateau, hein, tout chef d'entreprise ici dans la salle, je pense que
leur préoccupation particulière. C'est évidemment, faut anticiper. C'est le maître mot. Et puis en plus d'anticiper, être en maîtrise de sa fonction, de marin, de sa fonction de directeur de course, sa fonction d'organisateur. C'est sûrement un point essentiel. Et puis d'avoir une ouverture d'esprit et surtout ne pas reculer devant l'accident quand il a pu se produire. Parce que c'est très facile de se mettre en retrait. Je pense que c'est le dernier mot que je veux vous dire là. C'est voilà, il faut l'affronter de face, sans rien occulter. Parce que c'est de là qu'on va trouver les solutions et les garanties pour l'avenir. La leçon de Julie. Alors pour moi, ce serait vraiment de bannir les termes autour du plan de crise et vraiment d'intégrer les plans de contingence. La crise a quelque chose d'inopiné, de non préparé. Les plans de contingence nous permettent d'enlever de l'émotion autour de la crise, de vraiment l'intégrer dans nos quotidiens et de le traiter comme un sujet non pas banal, mais intégré pleinement dans nos dispositifs. La leçon de Damien. Moi, je dirais que ça se joue sur la confiance. Je veux dire, le rapport entre nos métiers, un assureur, c'est avant tout un rapport de confiance qui doit s'installer. Et dans ce rapport de confiance, il y a aussi l'expérience et l'anticipation, comme disait Francis. Voilà, si on met bout à bout, comme je disais tout à l'heure, tous les risques qui sont associés à notre pratique, on ferait reculer tout le monde. Et puis nous, en tant que marins, on ne prendrait pas le départ sur des engins sur lesquels on navigue. Mais voilà, il y a l'expérience, il y a la confiance et il y a ce rapport particulier qu'on met en place et qui font que aujourd'hui, notre sport, il fait rêver tout le monde. Parce qu'on joue dans un espace naturel, dans un espace de liberté incroyable et qu'on joue sur cette corde de l'imaginaire des gens. Et si ça devait disparaître demain, je veux dire, ce serait un petit peu dommage. Bon, pour moi, beaucoup. Mais je pense que pour tout le monde, si on enlevait ça, ce serait quand même dommage. Donc voilà, faire confiance sur la capacité aux gens à prendre des risques, parce que ouvrir le parapluie en permanence, en fait, ça, c'est pas forcément tout le temps la solution. Hein. Moi, je l'ai connu, vous l'avez tous remarqué, moi j'ai une main en moins. Forcément, ça pose un certain nombre de questions. Mais si on m'avait barré le chemin de la course au large en disant, mais non, Damien, avec ton handicap, c'est trop de risques qui sont associés, finalement, j'aurais jamais eu accès à ça, alors qu'aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir emmenés au large, de nous avoir fait rêver et travailler. Merci à vous, merci beaucoup. Juste un point. Alors, bonne route du Rhum, vous nous rappelez la date du départ, c'est 1er novembre 2026 au départ de Saint-Malo, ouverture du village le 20 octobre. Venez nous voir, c'est vraiment un des moments très forts. Alors je crois qu'il y a un certain nombre de places justement qui sont réservées pour les membres de l'AMRAE. Vous pouvez vous inscrire sur le stand de l'AMRAE et il y a la possibilité de visiter justement les 10 jours en question. Absolument, on saura vous accueillir. Merci encore.